En mai 2010, un habitant de Shipley, un petit village dans la région rurale du Yorkshire dans le nord de l'Angleterre, appelle la police. En se baladant sur les berges de la rivière locale l'Aire, il a fait une découverte inquiétante. Un sac à dos noir semblant contenir quelque chose de volumineux et lourd est là en train de dériver au gré du courant. Les policiers dépêchés sur place vont faire à l'intérieur du sac une découverte macabre. La tête au visage mutilé d'une jeune femme avec une flèche d'arbalète encore plantée dessus. En poursuivant les recherches dans la rivière, les enquêteurs vont découvrir pas moins de 80 morceaux de corps découpés, ce qui peut laisser présager qu'un prédateur dangereux rôde dans les parages. Moi c'est Nelly et ici je poste des vidéos traitant d'affaires criminelles. J'en poste tous les 15 jours, en général le week-end. Elles traitent parfois d'affaires classiques comme des drames familiaux ou des tueurs en série, comme aujourd'hui. Et d'autres fois, j'aime parler de la scène musicale, métal en particulier, et des cultures alternatives, donc je traite des affaires qui ont lien avec ça. Si c'est un programme qui vous intéresse, je vous suggère de vous abonner. Mais avant de nous plonger dans l'affaire, laissez-moi vous parler 2 minutes de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. C'est le leader mondial du secteur. Il a déjà convaincu plus de 38 millions d'utilisateurs et obtient une excellente note sur Trustpilot. Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos données personnelles en cachant ce qui vous identifie en ligne, votre adresse IP. Vos données sont alors cryptées et redirigées vers un réseau privé sécurisé, celui du VPN. C'est toujours mieux d'utiliser CyberGhost VPN, même lorsque vous vous connectez depuis chez vous, mais lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, dans un café, dans une gare, dans un restaurant, là, ça devient carrément indispensable, à moins que vous ayez envie de partager vos données bancaires et vos mots de passe avec tout le quartier. Avec CyberGhost VPN et ses 9000 serveurs dans 91 pays différents, vous avez la garantie d'un anonymat total en ligne, ainsi que d'une protection de vos données privées. Et en plus de protéger vos données, CyberGhost VPN vous débloque l'accès à des contenus bénéficiant d'une restriction géographique. Qu'il s'agisse de sites web, de vidéos YouTube ou bien des catalogues de pas moins de 40 services de diffusion en streaming comme Disney+, Netflix ou Amazon Prime. Et ce, pour jusqu'à 7 appareils avec un seul abonnement, ce qui vous permet de faire profiter à votre famille d'une connexion sécurisée. Si j'ai déjà réussi là à vous donner envie, attendez, le meilleur reste à venir. Parce qu'en cliquant sur le lien qui se trouve en description, vous bénéficierez d'une réduction de 83% sur l'abonnement à CyberGhost VPN. Ça vous reviendra à seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts. Et vous ne risquez pas grand-chose à vous laisser tenter par cette offre grâce aux 45 jours d'essai qui vous sont proposés, durant lesquels vous pouvez vérifier que CyberGhost VPN correspond bien à vos attentes. Et si vous rencontrez le moindre souci technique, vous pourrez compter sur un service client en ligne disponible 24 heures sur 24 dans 4 langues différentes. C'est peut-être alors aujourd'hui l'occasion de commencer à protéger votre vie numérique et ce, à prix imbattable en cliquant sur le lien en description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. Je procède immédiatement à l'avertissement habituel en début de vidéo. Celle-ci contiendra des éléments choquants concernant des abus sur animaux. Même si je ne vais pas aller dans les détails ou m'étendre énormément, je préfère vous prévenir parce que je sais que certaines personnes ne veulent absolument pas en entendre parler. Et puisqu'il s'agit d'une vidéo traitant d'une affaire criminelle, il y aura évidemment mention de décès, de violence. Si ce sont des choses qui vous mettent particulièrement mal à l'aise, je vous propose d'aller peut-être regarder autre chose. Mais les autres, par contre, vous pouvez me suivre, puisque juste après le générique, on attaque l'affaire. Stephen Sean Griffiths est né le soir du réveillon de Noël de l'année 1969 à Dewsbury, un petit village rural de la région du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Son père, qui s'appelle lui aussi Stephen, est représentant commercial dans les produits surgelés et sa mère, Moira, est standardiste. Ils ont eu 3 enfants, dont Stephen est le plus âgé, et la famille mène une vie tranquille de classe moyenne à la campagne.
Lorsque Stephen a 5 ans, la famille s'installe dans un autre village du comté, Flockton. Stephen est décrit comme un garçon très calme et il est excellent en classe. D'ailleurs, il est inscrit dans une prestigieuse école de Wakefield située au sud de la grosse ville du coin, Leeds. Ses amis de l'époque disent qu'il était du genre à ne pas se faire remarquer, qu'il n'avait pas de passion particulière, il était plutôt effacé et se contentait de suivre le mouvement, si vous voulez. Mais lorsqu'il a 13 ans, en 1982, il va très mal vivre le divorce de ses parents. Il développe un fort ressentiment à l'encontre de sa mère, Moira, avec qui il est resté vivre avec ses frères et sœurs. Il lui reproche d'avoir quitté son père pour vivre une seconde jeunesse et faire la fête en gros. Et pour ne rien arranger, le jeune garçon a entre-temps découvert que sa mère, Moira, avait un secret. Elle se livrait en fait à des escroqueries, à des abus de confiance sur des personnes vulnérables. Elle a même d'ailleurs été condamnée pour ça. Stephen commence à avoir une très mauvaise image de sa mère et peut-être même des femmes en général, qu'il voit comme des êtres immoraux et indignes de confiance. Stephen va prendre l'habitude inquiétante de regarder sa mère avoir des rapports sexuels avec des amants de passage au fond du jardin de la maison familiale, ce qui ne va pas arranger l'image qu'il se fait d'elle. En parallèle, le jeune Stephen développe d'autres comportements inquiétants. Par exemple, il sort la nuit muni d'un pistolet à air comprimé avec lequel il tire sur les oiseaux. Après les avoir tués, il les emporte avec lui afin de les démembrer de manière brutale, comme si la mise à mort en elle-même ne suffisait pas. Et il va finir par s'attirer des ennuis avec la justice. Car durant toute son adolescence, Stephen Griffiths se livre au vol à l'étalage. Et un jour de 1986, alors qu'il a 17 ans, il se fait surprendre sur le fait par le gérant d'un magasin. Stephen va attaquer ce dernier avec un couteau qu'il portait toujours sur lui et lui infliger de profondes entailles au visage. Et pour ça, Stephen est condamné à passer 3 ans dans un centre de détention juvénile. Et là-bas, il se fera remarquer en déclarant au psychologue qui le suivait qu'il rêvait de devenir un tueur en série. Suite à ça, il a subi des évaluations psychiatriques durant lesquelles on lui a diagnostiqué une psychopathie schizoïde obsessionnelle. Pour vous la faire dans les grandes lignes, la psychopathie entraîne une altération ou carrément une abolition de la capacité à ressentir des émotions telles que l'empathie ou le remords. Quant à la personnalité schizoïde, elle va, avoir beaucoup de mal à ressentir le besoin d'une connexion à l'autre et préférera toujours rester renfermée sur elle-même. Stephen Griffiths va purger 1 an de sa peine dans ce centre de détention juvénile, duquel il sera libéré sous condition en 1987, alors qu'il a 18 ans. À sa sortie de prison, Stephen décide d'entamer des études dans un des domaines qui le passionne le plus, la criminologie. Car Griffiths est absolument passionné par les tueurs en série, collectionnant les ouvrages à leur sujet, dans lesquels il peut rester plongé des heures. Il s'intéresse en particulier aux tueurs ayant sévi dans son pays, l'Angleterre, tels que le tueur de prostituées Jack l'Éventreur et le couple de tueurs d'enfants Ian Brady et Myra Hindley. Mais son préféré reste celui ayant tué tout près de chez lui dans le Yorkshire, y compris à Bradford, Peter Sutcliffe, un autre tueur de prostituées. Et c'est justement dans la ville de Bradford que s'installe Stephen Griffiths à sa sortie de prison. C'est la grande ville du coin et l'université là-bas propose justement le cursus qui l'intéresse. Anciennement ouvrière, l'agglomération a été durement touchée par une récession économique qui a entraîné avec elle les problèmes habituels, à savoir une hausse du taux de criminalité, en particulier du trafic de drogue et de la prostitution. Mais Griffiths s'y sent bien, il semble avoir trouvé là ce qu'il recherchait, un anonymat procuré par la vie citadine, bien loin du calme de la campagne qu'il avait connu jusque-là. Et c'est à l'université qu'un nouvel incident grave va avoir lieu en 1990. Alors qu'il se trouve en train d'étudier à la bibliothèque, Stephen va remarquer 3 filles qu'il soupçonne d'être en train de se moquer de son apparence. Car à l'époque, il avait adopté le style gothique qu'il n'abandonnera d'ailleurs plus jamais. Il s'habille tout en noir, porte en permanence une veste en cuir, garde les cheveux très longs, ce qui peut parfois attirer des regards. Il s'est alors levé, approché des 3 filles, a sorti un couteau qu'il avait en permanence sur lui et a commencé à les menacer avec, mettant même ce couteau sous la gorge d'une des filles. Il réitérera d'ailleurs ce geste lorsque le père d'une des filles viendra le confronter.
Ça lui vaudra de nouveau 2 ans de détention. Lorsqu'il sort pour la seconde fois de prison, Stephen Griffiths reprend ses études à la fac en criminologie et retourne vivre dans son appartement dans le complexe Holmfield sur Thornton Road, dans le quartier chaud de Bradford. Là-bas, il vit au milieu des livres sur les tueurs en série qu'il accumule, comme je vous ai dit. Mais malheureusement, il ne collectionne pas seulement les livres morbides. Il accumule aussi les armes, en particulier des couteaux et des arbalètes. Il aime particulièrement ces dernières et donnera même des petits noms à ses 2 préférés, Skeleton et Jaguar. Durant l'année 2000, Griffiths entretient une liaison avec une jeune femme, Cathy. C'est d'ailleurs une des 2 seules relations sérieuses qu'on lui connaît. La première l'ayant quitté très rapidement, dès la première fois elle est venue chez lui, parce qu'elle a vu que tous ses meubles étaient couverts de plastique, un peu en mode Dexter, même si ça n'existait pas à l'époque, mais vous voyez le genre, et ça l'a fait flipper, elle s'est barrée. Mais Cathy, elle, va rester un peu plus longtemps. Ils se sont rencontrés à l'université, et Cathy décrira Stephen comme un jeune homme extrêmement intelligent, et qui lui plaisait beaucoup physiquement à cause de ses cheveux longs et de son look gothique. Elle ne savait rien de ses aspects sombres, ses vrais aspects sombres. Elle pensait que c'était juste une façade, juste un look. Mais la relation se prolongeant dans le temps, les choses se sont gâtées. À l'époque, la jeune femme avait 2 chiens, ce qui la faisait hésiter à emménager avec Stephen dans son appartement. Celui-ci a alors décidé de se débarrasser de ce qui faisait obstacle à l'avancée de sa relation. Un soir, il a drogué Cathy afin qu'elle s'endorme et il en a profité pour partir avec ses chiens. Et il les a tués. Cathy raconte qu'une fois qu'elle a emménagé dans son appartement, n'allez pas me demander pourquoi elle a emménagé avec quelqu'un qui venait de tuer ses chiens, je n'en sais rien, en tout cas elle l'a fait. Donc une fois qu'elle a emménagé avec lui, Stephen est devenu de plus en plus possessif. Il a commencé à l'isoler de sa famille et de ses amis, l'empêchant de sortir seul, ne l'autorisant à sortir en fait que pour faire des courses et aller à des rendez-vous chez le médecin. Par ailleurs, le comportement de Stephen à l'encontre des animaux devient de plus en plus cruel. Cathy l'a vu couper la queue et les oreilles d'un chiot et jeter des chatons dans un sac dans le canal. La famille de la jeune femme finit par s'inquiéter de ne plus avoir de nouvelles d'elle et fait dépêcher une équipe de policiers à l'appartement de Stephen. Les policiers frappent à la porte s'ouvre, c'est Cathy qui répond. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Stephen est juste derrière elle, il est caché par la porte. Il la tient fermement par le bras. Alors, lorsque les policiers lui demandent si elle va bien, Stephen va serrer fortement le poignet de la jeune femme, l'obligeant à répondre par la positive. Et les agents partent, ne se doutant absolument pas que Cathy est en danger. Et les abus physiques ne tarderont pas. Stephen est globalement toujours calme, mais d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, il peut entrer en rage et se mettre à la frapper au visage avec des objets. Il lui cassera le nez, lui ouvrira la lèvre, et la poignardera dans la jambe. Et un jour, alors qu'ils sont tous les 2 en train de dîner à l'appartement de Stephen, celui-ci se met à ricaner de manière très inquiétante. Et Cathy lui demande qu'est-ce qu'il trouve de si drôle. Et il va lui répondre « Eh bien, t'es en train de mourir, j'ai mis un truc dans ta bouffe. » La jeune femme va vite réaliser qu'il ne plaisante pas parce qu'elle commence à se sentir mal. Elle sera hospitalisée, survivra, mais se décidera enfin à quitter Stephen. Il continuera de harceler Cathy pendant 8 ans. Il traînera en permanence autour de son habitation. Il peindra ses fenêtres en jaune fluo pour pouvoir y marquer en noir des insultes et la bombardera d'appels et de textos ultra menaçants. Et ce qui va le plus effrayer la jeune femme, c'est un message vocal que Stephen laissera sur son répondeur, durant lequel il se contente de hurler de rire. Un ricanement strident, extrêmement flippant, comme celui d'un démon. Après sa rupture avec Cathy, Stephen Griffiths se retrouve encore plus isolé, seul dans son appartement de Thornton Road. Il ne reçoit jamais aucun visiteur, il est totalement seul avec ses envies malsaines et ses pulsions de mort. Et de toute façon, même lorsque des voisins viennent toquer chez lui et l'entendent à travers la porte, il n'ouvre pas. Il se met à être totalement silencieux et attend que la personne parte. Stephen se met à cette époque à collectionner les reptiles, plus particulièrement les lézards. Et dans cette collection qui peut paraître anodine, il va encore une fois trouver un moyen d'assouvir ses besoins de violence, car il va vraiment se délecter
de donner à manger à ses lézards. Il leur donne des rats et des souris vivantes et voir les animaux les déchiqueter lui procure beaucoup de plaisir. Il aurait même en une occasion mangé vivant un bébé rat devant les yeux médusés d'un ami. Il est connu dans son quartier pour souvent se balader dehors avec 2 lézards en laisse. En 2003, il valide sa licence en criminologie et entame un doctorat. Sa thèse universitaire a pour thème les homicides à Bradford durant l'ère victorienne. À cette époque, il a déjà 34 ans, il est toujours étudiant, il n'a pas de travail à côté, donc il a beaucoup de temps libre. Et en réalité, il passe le plus clair de son temps à regarder de la pornographie ultra-violente sur Internet, ainsi qu'à boire dans des quantités gigantesques. Et il a même commencé à cette époque à prendre de la drogue. Voilà comment il occupe son temps. En parallèle, il aime sortir un petit peu, traîner dans son quartier et y fréquenter les nombreuses prostituées qui y travaillent. Et il ne les fréquente pas forcément uniquement pour du sexe. En fait, il les invite à venir chez lui, où il leur offre à manger et leur propose de prendre une douche. Ainsi, beaucoup d'entre elles vont lui faire totalement confiance et accepter extrêmement facilement de le suivre. Au-dessus de la ville un petit peu agitée de Bradford se trouve le petit village tranquille de Shipley. Une découverte horrible y est faite en mai 2010 dans la rivière qui traverse le village, l'Aire. Appelée sur place, la police y découvre un sac à dos noir contenant la tête au visage mutilé d'une femme. Il manquait les yeux, le nez, les oreilles. Et encore fichée dans la tête se trouvait une flèche d'arbalète. Les policiers poursuivent la fouille de la rivière et vont y trouver pas moins de 80 morceaux de corps découpés. Des experts expliquent que dans ce cas, le démembrement n'avait pas uniquement un but utilitaire, celui de se débarrasser du corps, mais qu'il est l'œuvre d'un psychopathe qui a pris du plaisir sexuel à découper ainsi sa victime post-mortem. Car certaines blessures et entailles étaient parfaitement inutiles dans le cadre d'un démembrement à visée pratique. Le but ici était pour l'auteur d'asseoir totalement sa domination sur le corps de sa victime, se prouvant à lui-même qu'il lui appartenait entièrement et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. 2 jours après la découverte macabre, les enquêteurs parviennent à identifier la victime. Il s'agit de Suzanne Blamirez, 36 ans. C'était une belle jeune femme ambitieuse qui avait fait des études afin de devenir infirmière. Mais suite à son divorce, sa situation financière s'était brutalement dégradée. Elle avait arrêté les études, avait commencé à consommer de la drogue et s'était tournée vers la prostitution afin de financer sa consommation. Quelques jours après la découverte macabre, un journal local reçoit l'appel d'un concierge travaillant dans un immeuble du quartier chaud de la grande ville voisine du lieu de la découverte du corps, Bradford. Il explique avoir été témoin indirect du meurtre que les enquêteurs cherchent actuellement à élucider. Sur des enregistrements de vidéosurveillance dont il a la charge et qui datent de 4 jours avant la découverte du corps, il a vu une femme ressemblant énormément à Suzanne Blamirez suivre chez lui l'un des locataires de son immeuble. Sur la vidéo, on la voit suivre un homme et rentrer derrière lui à l'intérieur de l'appartement numéro 33, au 3e étage. Puis très vite, on la voit en ressortir en trombe, complètement paniquée. L'homme est en train de la poursuivre, armé d'une arbalète. Suzanne cherche à s'enfuir mais ne trouve pas énormément d'issue, ce qui laisse le temps à l'homme de l'attaquer, lui sauter dessus. Il l'amène au sol, une lutte s'ensuit, durant laquelle il lui décochera une flèche d'arbalète en pleine tête. Puis il la traînera à l'intérieur de l'appartement. Plus tard, sur la bande vidéo, on le voit ressortir de son appartement, se diriger droit vers la caméra. Il est toujours muni de son arbalète. Puis, il adresse un doigt d'honneur en direction de la caméra. Il est évident que l'homme est fier de ce qu'il vient de faire et qu'il veut que tout le monde le sache. Et il ne sera pas difficile de l'identifier. Il s'agit de Stephen Griffith. En mai 2010, la police de Bradford organise une opération musclée dans le but d'interpeller Stephen Griffith après l'avoir vu sur des bandes de vidéosurveillance tuer Suzanne Blamirez. Ils s'attendent à une réplique de sa part, l'imaginant violent et armé. Mais il n'en sera rien. Il leur ouvrira la porte de son appartement et leur déclarera « Je suis Oussama Ben Laden ». Je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre.
En pénétrant dans son appartement, les policiers réalisent qu'ils ont bien mis la main sur leur tueur. L'endroit est glauque, sombre, totalement encombré par des piles de livres. La plupart traitent d'ailleurs de tueurs en série. Mais surtout, aux côtés des piles de livres et des reptiles, ils découvrent des armes, dont des arbalètes. L'homme de 40 ans, encore à l'époque étudiant en criminologie, est emmené au poste afin d'être interrogé. Il semble calme, coopératif, mais est aussi arrogant et sans remords. Il reconnaît immédiatement le meurtre de Suzanne Blamirez et donne des détails sur son démembrement brutal. C'est dans son appartement qu'il a découpé le corps en plus de 80 morceaux. Ensuite, comme le montrent d'autres images de vidéosurveillance, il s'est rendu à des endroits différents de la ville afin de disperser les morceaux de corps, afin de rendre plus compliquée l'identification de la victime. Et il raconte que ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à aller disperser des morceaux de corps, il est tombé sur une de ses voisines qui est venue lui parler et qui l'a interrogé à propos de l'odeur très étrange et désagréable qui s'échappait de son sac à dos. Il lui a fait croire qu'il s'agissait du cadavre d'un de ses lézards et qu'il s'apprêtait à aller l'enterrer dans la campagne. Et il ira ensuite tranquillement se débarrasser du corps de Suzanne Blamirez ainsi que de sa tête avec la flèche d'arbalète toujours plantée dedans dans la rivière Aire où les policiers la retrouveront quelques jours plus tard. Lors de l'interrogatoire, Griffiths se vante auprès des policiers d'avoir tué d'autres personnes. Il semble fier de ça et a envie de tout raconter. Enfin, presque, vous verrez. Ces révélations sont d'ailleurs corroborées par de nouvelles découvertes macabres dans la rivière Aire. Il s'agit des restes d'une autre prostituée âgée de 31 ans, Shelley Armitage. Disparue depuis des mois, la jeune femme a été vue pour la dernière fois dans le centre-ville de Bradford, où elle dînait avec des amis. Elle s'est ensuite rendue seule dans le quartier chaud de la ville, certainement afin d'y voir un client. Shelley a été vue à quelques centaines de mètres de l'appartement de Griffiths ce soir-là. On soupçonne qu'elle faisait partie des prostituées habituées du quartier qui connaissaient Griffiths, avaient confiance en lui et avaient l'habitude d'aller prendre une douche et manger chez lui. À ce stade de l'enquête, les policiers vont mettre la main sur le téléphone de Stephen Griffiths qu'il avait volontairement abandonné dans un train. Sur celui-ci, ils découvrent des enregistrements absolument glaçants. On voit Griffiths chez lui, dans sa salle de bain, en train d'abuser post-mortem du corps de Shelley Armitage après l'avoir installé dans un bain. Au sujet de ces vidéos, Griffiths déclarera « Je suis l'artiste du bain de sang et voici le modèle qui m'assistait ». Griffiths confessera un crime de plus, celui de sa première victime, Suzanne Rushworth, disparue 11 mois plus tôt. Du sang de cette prostituée de 43 ans qui travaillait dans le quartier chaud de Bradford, elle aussi, a été retrouvée dans l'appartement de Griffiths. Il ne livra jamais les détails du meurtre et le corps de Suzanne Rushworth ne sera jamais retrouvé. Griffiths est soupçonné d'avoir confessé 3 meurtres uniquement dans le but de rentrer dans les critères de classification du FBI du tueur en série. Il en a probablement commis plus, mais il ne ressentait plus le besoin de parler et d'en admettre d'autres, puisque ça y est, il avait obtenu ce qu'il voulait. Il était devenu l'un de ceux qui le fascinaient tant. Il a tué des prostituées dans le quartier chaud de Bradford, exactement comme le tueur qui l'obsédait le plus, Peter Sutcliffe. Stephen Griffiths suggérera à plusieurs reprises avoir tué 2 victimes de plus que ce qu'il a avoué, portant le nombre total à 5 victimes. Et il sera soupçonné par les enquêteurs dans beaucoup plus que seulement 5 affaires. En particulier dans l'affaire Rebecca Hall, une prostituée de 19 ans retrouvée en 2001 morte poignardée à seulement 800 mètres de l'appartement de Griffiths. D'ailleurs, il la connaissait et elle faisait partie des prostituées qui se rendaient régulièrement chez lui. Son ex-petite amie Cathy révélera aux enquêteurs qu'il l'avait déjà emmenée sur ce parking après qu'on y ait retrouvé le corps de Rebecca et que celui-ci était directement à proximité d'un cabinet de médecins ainsi que d'une pharmacie que Stephen fréquentait régulièrement. Mais Griffiths a refusé d'en dire plus. Et c'est un autre homme, John Taylor, condamné pour le meurtre d'une écolière en 2000, qui sera soupçonné dans le meurtre de Rebecca Hall. En 2019, des analyses ADN sur les vêtements de la victime mènent à l'arrestation d'une femme de 37 ans. Mais elle sera libérée après investigation. L'affaire Rebecca Hall reste à ce jour non élucidée et Stephen Griffiths reste un suspect très intéressant. Griffiths fait également figure de suspect extrêmement crédible dans l'affaire Dawn Shields.
C'était une prostituée originaire de Sheffield, retrouvée morte en 1994. Alan Kite, un autre tueur en série visant des travailleuses du sexe, a été soupçonné car il habitait immédiatement à proximité de l'endroit d'où la jeune femme a été enlevée. Mais cette affaire aussi reste aujourd'hui non résolue. Griffiths est également soupçonné dans les morts non résolues d'Yvonne Fitt, 33 ans, retrouvée poignardée à Caldie en 1992, Gemma Simpson, 24 ans, retrouvée poignardée en 2000 à Leeds, et Michaela Hagg, 25 ans, retrouvée morte en 2001 à Sheffield. Quatre jours après son arrestation, Stephen Griffiths est emmené devant un juge pour une première audition. Là-bas, on lui demande de s'identifier. Et il répond « Je suis le cannibale à l'arbalète ». Le tueur en série clame s'être livré à cette pratique morbide sur ses victimes. Les experts noteront cependant l'absence de preuves formelles telles que des traces de dents sur le corps des victimes, mais il manque bel et bien des organes internes sur certaines d'entre elles. Qui plus est, l'ADN de Suzanne Blamirez a été retrouvé sur une plaque de cuisson dans la cuisine de Stephen Griffiths. Mais la question se posera toujours. A-t-il réellement mangé des parties du corps de ses victimes? Ou bien a-t-il inventé cela afin d'entrer dans la catégorie la plus extrême des tueurs en série, celle qui choque le plus les médias et l'opinion publique, celle des cannibales? En juin 2010, alors qu'il est incarcéré en attente de son jugement, Stephen Griffiths tente de mettre fin à ses jours en se plaçant un sac en plastique sur la tête, maintenu au niveau de son cou avec une chaussette nouée très serrée. Il sera retrouvé inconscient dans sa cellule au matin par des gardes, sera hospitalisé et survivra. Le 21 décembre 2010, Stephen Griffiths est reconnu coupable des meurtres de Suzanne Blamirez, Shelley Armitage et Suzanne Rushworth. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. En 2011, Stephen Griffiths a entamé une grève de la faim de 120 jours. Et l'année suivante, il commet une nouvelle tentative de mettre fin à ses jours. Cette fois, il utilise une lame de rasoir fournie par un co-détenu. En tout, il aura tenté à 6 reprises de s'ôter la vie et est maintenu aujourd'hui sous surveillance spéciale anti-sadisme 24 heures sur 24. Stephen Griffiths, âgé aujourd'hui de 54 ans, passera le restant de ses jours en prison pour les meurtres horribles de 3 femmes et de peut-être beaucoup plus. Il purge sa peine dans la prison de sécurité maximum de Wakefield, qui est surnommée Monster Mansion, le manoir des monstres, parce qu'elle abrite un grand nombre de tueurs en série et de psychopathes dangereux. C'est d'ailleurs là-bas que purge sa peine un chanteur dont je vous ai déjà parlé en vidéo, celui du groupe Lost Prophets, condamné en 2013 pour pédophilie, Ian Watkins. J'ai fini ici de vous raconter l'histoire de Stephen Griffiths. Si l'affaire vous a intéressé, excusez-moi, je me remets un petit peu en place. Si l'affaire vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air. C'est le meilleur moyen d'indiquer à YouTube que mes vidéos vous conviennent et qu'il peut continuer de les suggérer. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je tiens à remercier une dernière fois notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien en description, vous pouvez bénéficier d'un excellent VPN pour un prix imbattable, c'est-à-dire 2,03 € par mois. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez, en plus de vous donner accès à tout le contenu bloqué sur Internet. Je vous remercie, vous, évidemment, d'être restés jusque-là et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!